Et si le verdict contre Damiba n'était qu'un prétexte pour déclencher la plus grande purge militaire de l'histoire récente de l'Afrique de l'Ouest? Imaginez un instant. À Ouagadougou, le tribunal militaire vient à peine de rendre son jugement contre Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'ancien chef d'État, que déjà, en coulisses, tout s'accélère. Ce n'est pas la fin d'un procès politique. C'est le signal de départ d'une opération radicale, inédite, qui risque de bouleverser le destin du Burkina Faso. En quelques heures à peine, des officiers de haut rang sont arrêtés, déplacés, ou tout simplement effacés du tableau. Ce n'est pas une chasse aux sorcières ordinaire, ni une querelle entre politiciens. C'est une purge méthodique, orchestrée par le capitaine Ibrahim Traoré, qui vise à éradiquer de l'armée burkinabé des décennies d'influences étrangères, héritées du passé colonial. Dans l'ombre, on parle même de réseaux dormants, d'anciens généraux formés en Europe, de liens secrets avec des services de renseignement étrangers qui tirent encore les ficelles. Pendant que les médias occidentaux caricaturent Traoré en dictateur paranoïaque, la réalité est tout autre. Il mène une guerre fantôme, une lutte existentielle pour la survie même de l'État, contre des agents invisibles profondément ancrés dans la structure militaire. L'enjeu? Il est total, vital. Le Burkina Faso joue son existence sur cette opération. L'indépendance réelle ou le chaos, la souveraineté ou la résurgence de l'ingérence étrangère. L'argent, le pouvoir, la sécurité, la stabilité future et même la réputation internationale du pays. Tout se joue dans ces semaines décisives. Si Traoré réussit, c'est l'opportunité historique de briser enfin les chaînes du passé, d'instaurer une armée loyale au peuple, capable de défendre le pays sans tutelle extérieure. Mais s'il échoue, la désintégration menace. Guerre civile, retour de l'instabilité et un nouveau cycle de dictature téléguidée depuis l'extérieur. Ce n'est donc pas seulement un verdict contre un ancien président, ni une simple affaire de justice. C'est le début d'une refonte totale de l'appareil militaire, le test ultime pour tout le mouvement d'indépendance africain moderne. La moindre erreur peut tout faire basculer. Car dans l'ombre, les anciens réseaux n'ont pas dit leur dernier mot. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir à la genèse de cette crise militaire et plonger ensemble dans les racines profondes du mal qui mine l'armée burkinabé. Pourquoi l'armée d'une ex-colonie protège-t-elle d'abord les intérêts de l'ancien colonisateur? C'est une question dérangeante, mais essentielle pour comprendre le drame qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso. Pour y répondre, il faut remonter à la source. À l'indépendance, l'armée burkinabé n'a jamais vraiment coupé le cordon ombilical avec la France. Au contraire, elle a été montée, structurée, financée pour rester l'outil discret, mais redoutablement efficace, de la puissance étrangère. Dès le départ, les chefs militaires burkinabés étaient formés dans les grandes écoles européennes, en particulier en France. Pas seulement pour apprendre à manier les armes, mais surtout pour tisser des liens de fidélité, presque de fraternité, avec les réseaux d'influence occidentaux. Certains généraux, en apparence patriotes, conservaient en réalité des relations directes avec la DGSE, le renseignement français. Résultat, ils servaient deux maîtres. Officiellement, ils portaient l'uniforme burkinabé. Officieusement, la loyauté nationale passait en second plan, loin derrière la fidélité aux intérêts étrangers. Dans ce système, le soldat de base était souvent sacrifié sur l'autel de la stabilité apparente. Mais pour les hauts gradés, l'armée devenait surtout un tremplin vers les cercles du pouvoir et de l'argent. Les contrats d'armement? Toujours négociés avec des intermédiaires recommandés par Paris ou Bruxelles. L'argent coulait à flot, à condition que personne ne remette en cause le statu quo. Même l'équipement militaire, du simple treillis aux hélicoptères, arrivait souvent par des réseaux étrangers, assortis de commissions discrètes, versées sur des comptes offshore. Impossible de réformer ce système sans heurter ceux qui en profitaient. Mais l'influence ne se limitait pas aux finances. Les communications de l'armée, sa logistique, jusqu'aux nominations stratégiques. Tout était sous surveillance, verrouillé par une poignée de colonels et de généraux formés à l'extérieur, qui savaient très bien à qui ils devaient leur ascension. On retrouvait le même scénario dans presque toute l'Afrique francophone. Une armée nationale en apparence,
mais en réalité bardés d'agents dormants, prêts à saboter toute tentative d'autonomie réelle, parfois même au prix du sang des soldats sur le terrain. Avant septembre 2022, l'infiltration étrangère était devenue quasi institutionnalisée. Il ne s'agissait plus d'un simple héritage colonial, mais d'un mécanisme parfaitement huilé. Tout chef militaire ambitieux savait qu'il fallait composer avec le pouvoir étranger pour avancer. Laisser ce système en place, c'est garantir la dépendance du Burkina Faso. C'est accepter de rester vulnérable, exposé aux manipulations et aux coups d'État orchestrés depuis Paris ou ailleurs. Alors, face à ce mur d'intérêts croisés, que peut faire un jeune capitaine décidé à rendre sa souveraineté à son pays? C'est précisément ce qui va tout faire basculer en septembre 2022, quand Ibrahim Traoré ose briser le cercle vicieux. Traoré mène-t-il vraiment une chasse aux sorcières, ou bien conduit-il une opération de survie nationale? C'est la question brûlante qui divise aujourd'hui le Burkina Faso, et même toute l'Afrique francophone. Pour comprendre ce qui se joue, il faut revenir à la chute de Damiba. À l'époque, Paul-Henri Sandaogo Damiba était accusé de ne pas avoir su, ou peut-être de ne pas avoir voulu, éradiquer le terrorisme qui ronge le pays. Mais surtout, il incarne cette génération de chefs militaires restés trop proches de la France, perçus par beaucoup comme l'ombre omniprésente du passé colonial. Après son exil à Lomé, Damiba n'est plus seulement un ancien président. Il devient le symbole d'un vaste réseau de sabotage, soupçonné d'orchestrer, depuis l'étranger, des coups d'État et d'entretenir des liens toxiques avec des agents dormants à l'intérieur même de l'armée burkinabé. C'est là que le verdict pour trahison prend toute son importance. Ce n'est pas juste un acte de vengeance contre un homme en fuite. C'est un outil légal, une arme à double tranchant, qui permet à Traoré de poser une ligne rouge. Toute communication, tout transfert d'argent, tout contact avec le réseau de Damiba est désormais assimilé à de la trahison. Et cela donne une légitimité implacable à la traque des officiers suspectés d'être les relais occultes de l'ancien système. Contrairement à ce qu'affirme la presse occidentale, cette purge ne vise pas à éliminer de simples rivaux politiques. Son objectif affiché est de débusquer les véritables agents dormants, ceux dont la loyauté n'est pas envers le peuple burkinabé, mais envers des intérêts extérieurs. Il s'agit d'une chasse lente, minutieuse, mais si elle dérape, le prix à payer sera terrifiant. Imaginez, communication coupée lors des opérations, retards inexplicables dans l'appui aérien, embuscades qui semblent presque prévues. Les risques de sabotage interne sont bien réels, et chaque simple erreur peut être fatale, autant pour l'armée que pour le pays entier. Au fond, la fracture qui déchire l'armée aujourd'hui n'est pas seulement idéologique, elle est aussi générationnelle. D'un côté, la jeunesse militaire, formée à l'école du chaos sahélien, ne rêve que d'autonomie totale, de rompre une fois pour toutes avec le parapluie sécuritaire français. De l'autre, les anciens gradés, habitués à composer avec Paris, voient dans ce partenariat la garantie d'un certain ordre, même si cela veut dire sacrifier une part de souveraineté. Dans ce climat, chaque arrestation, chaque limogeage d'un colonel ou d'un général creuse un peu plus le fossé. Mais remplacer des hommes expérimentés par de jeunes officiers, certes loyaux mais parfois novices, c'est aussi prendre le risque de fragiliser dangereusement la chaîne de commandement. Si, sous la pression, l'unité se fissure ou que la purge vire à l'excès, le spectre de la guerre civile n'est jamais loin. Traoré le sait. Il connaît l'histoire de Sankara, assassiné par ses propres frères d'armes pour avoir refusé, par idéalisme, d'éradiquer les factions corrompues et infiltrées par l'étranger. Il a tiré la leçon du sang. Mieux vaut endurer la condamnation des chancelleries occidentales que de finir trahi de l'intérieur, comme tant d'autres leaders africains avant lui. Pour lui, la purge n'est pas un choix, c'est une obligation de survie. Mais à quel prix? Car au-delà des grandes manœuvres et des procès spectaculaires, ce sont les Burkinabés, soldats comme civils, qui vivent au quotidien dans l'angoisse. Comment faire confiance à ses supérieurs, partir au front sans savoir si un officier n'est pas en train de préparer sa propre trahison? L'armée comme la société entière vit sur un fil, entre la peur de l'ennemi extérieur et la menace d'une explosion interne. Mais au fond,
Que signifient concrètement ces bouleversements pour la société et l'État burkinabé? Quels impacts sur la vie quotidienne, la cohésion nationale, l'avenir même du pays? C'est ce qu'on va décrypter tout de suite. 3 chemins, un seul destin. Lequel attend réellement le Burkina? Si l'on se penche sur l'avenir, 3 scénarios majeurs se dessinent. Et chacun d'eux porte des conséquences dramatiques, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique qui observe. Le souffle court. Premier scénario, le pire cauchemar. La guerre par procuration. Imaginez, les hauts gradés écartés par Traoré ne disparaissent pas dans l'ombre. Au contraire, ils traversent les frontières, trouvant refuge dans des pays voisins toujours inféodés aux anciennes puissances coloniales, comme la Côte d'Ivoire ou le Togo. Là, ils sont discrètement financés, armés, encadrés par des services étrangers qui n'ont jamais digéré la perte de leur influence. Rapidement, ces exilés rassemblent mercenaires et officiers frustrés et montent une milice prête à frapper. L'objectif? Reprendre le pouvoir, sous le prétexte de restaurer la démocratie. Mais derrière ce discours, c'est un vrai conflit fratricide, téléguidé de l'extérieur, qui menacerait de plonger à nouveau le pays dans une guerre civile sanglante, brisant l'alliance fragile des États du Sahel. Ce n'est pas de la fiction. C'est exactement le script utilisé dans tant d'autres pays africains depuis la décolonisation. Deuxième scénario, celui de l'espoir. La purge réussit sans mutinerie. Traoré parvient à neutraliser l'ancien réseau sans provoquer d'effondrement de l'appareil militaire. Il remplace les généraux compromis par de jeunes officiers aguerris, loyaux, imprégnés de l'idéologie souverainiste de l'Alliance des États du Sahel. Mais surtout, il fusionne en profondeur l'armée régulière avec les VDP, ces volontaires issus du peuple, agriculteurs, commerçants, étudiants, qui ont pris les armes pour défendre leur village. L'armée n'est alors plus une institution achetable par l'étranger, mais une extension organique du peuple lui-même. Acheter la loyauté devient impossible, car chaque soldat défend sa propre maison, sa propre famille. Ce serait une première dans l'histoire postcoloniale, un modèle d'autonomie capable d'inspirer tout le continent. Mais il y a le troisième scénario, le plus plausible, mais aussi le plus éprouvant. Une guerre d'usure, lente, souterraine. Il ne suffit pas de signer des décrets ou d'arrêter quelques généraux pour effacer 60 ans d'influence étrangère et de corruption. La réalité, c'est une lutte constante contre des cellules dormantes, des sabotages, des infiltrations. Le pouvoir doit rester en alerte, traquant sans relâche les tentatives de déstabilisation. Ce n'est pas la guerre ouverte, mais une tension permanente, un climat de suspicion et de peur qui pèse sur chaque soldat, chaque citoyen. L'armée doit se réinventer tout en se protégeant de l'intérieur, une équation presque impossible. Voilà le dilemme d'Ibrahim Traoré. Accepter d'être diabolisé, traité de dictateur par la presse occidentale, pour éviter de finir comme Thomas Sankara, trahi par son propre entourage pour avoir sous-estimé la menace interne. Traoré veut survivre, pas entrer au panthéon des martyrs africains. Et il sait, chaque mouvement est un test, pas seulement pour lui ou pour le Burkina, mais pour toute l'Afrique qui aspire à déchirer définitivement la toile néocoloniale. Car au fond, l'enjeu n'a jamais été aussi brutal, soit la souveraineté totale, soit la rechute dans le chaos orchestré depuis l'extérieur. La route choisie aujourd'hui à Ouagadougou pourrait dessiner le visage du continent tout entier demain. Mais alors, quelles leçons tirer de ce bras de fer pour le citoyen, le soldat, et tous ceux qui, en Afrique, observent cette épreuve de force? Ce n'est pas une question de drapeau, mais de casser la machine coloniale elle-même. Ce que la crise actuelle au Burkina Faso nous enseigne, c'est que le combat pour l'indépendance ne se joue pas dans les symboles officiels, mais dans la transformation radicale des institutions. Première leçon, et sans doute la plus brutale, une armée conçue, financée et structurée par un exploiteur ne protégera jamais la liberté nationale. On ne peut pas défendre sa maison avec l'épée de son ennemi. Tant que les vieilles structures persistent, avec leurs réflexes, leurs réseaux et leur loyauté achetée par l'étranger, elles resteront des leviers de domination, prêts à être réactivés à la moindre faille. Regardez bien ce qui se passe. Le verdict contre Damiba,
Ce n'est pas la fin d'une histoire, mais le lancement d'une opération chirurgicale pour extirper, sans anesthésie, la racine du mal. Ce genre de procès, dans ce contexte, n'a jamais pour but unique de rendre justice au sens classique du terme. Deuxième leçon donc. Les verdicts judiciaires ici deviennent des armes stratégiques, destinées à frapper la structure souterraine de l'Ancien Régime. Ils servent à isoler, à démasquer, à assécher l'influence des réseaux dormants, pas seulement à sanctionner un individu. C'est une guerre interne qui se joue dans l'ombre, où chaque décision de justice est un coup de scalpel sur une tumeur géopolitique. Mais attention, si la purge dérape ou reste incomplète, le système malade renaîtra aussitôt, parfois encore plus violent, et toujours plus dépendant de l'argent et des armes venues de l'extérieur. Troisième leçon, incontournable. La vigilance citoyenne. La guerre ne se mène pas que dans les casernes, elle s'étend aussi dans les esprits, à travers une bataille narrative féroce. Les médias occidentaux, souvent, présentent Traoré comme un dictateur paranoïaque, sans jamais montrer les enjeux réels. La survie nationale face à un réseau d'agents dormants, de généraux compromis et d'opérations clandestines financées depuis l'étranger. Il faut apprendre à décoder l'information, à distinguer la propagande des faits et à ne pas sous-estimer la capacité de ces réseaux à manipuler l'opinion et à préparer le terrain pour une déstabilisation. Pour tous ceux qui veulent vraiment comprendre et anticiper ce qui se joue, il existe des indicateurs à ne jamais perdre de vue. Surveillez les mouvements de troupes inhabituels, surtout près des frontières ivoiriennes ou togolaises. Soyez attentifs à la montée soudaine d'activités militantes ou de discours subversifs dans les médias sociaux. Analysez avec lucidité les réactions internationales, surtout quand elles semblent étrangement synchronisées. Ce sont autant de signes avant-coureurs d'une tentative de retour en force de l'ancien système, déguisé en croisade pour la démocratie. Au fond, la reconstruction ne peut être qu'absolument radicale. Il ne s'agit pas de repeindre une façade. Il faut rebâtir des fondations nationales, fabriquer un appareil militaire qui tire sa force du peuple, non plus d'une élite formée dans l'ombre des anciennes puissances. Sinon, le passé ressurgira, implacable, et tout le sacrifice consenti n'aura servi qu'à retarder l'inévitable. Ignorer ces leçons, c'est condamner le pays à répéter les tragédies du passé. Coup d'État, guerre civile et retour permanent de l'ingérence étrangère. Alors, face à ce moment charnière, quelle place pour l'action citoyenne et l'analyse lucide? Et vous, voyez-vous dans cette purge un acte de survie nécessaire ou une fuite en avant périlleuse? Dites-moi en commentaire si, selon vous, le Burkina Faso joue sa dernière carte ou s'il ouvre enfin la voie d'une vraie liberté. Car il faut bien prendre conscience du risque colossal qui plane sur le pays. Ce que nous venons de décortiquer, ce n'est pas un simple règlement de compte politique. C'est une opération à cœur ouvert, sans anesthésie, pour extirper les métastases d'une influence étrangère qui ronge l'armée depuis trop longtemps. Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas simplement en train d'accuser Damiba. Il tente de démanteler tout un réseau de généraux, de gradés, de relais dormants, tous formatés ou téléguidés par des intérêts extérieurs. Son pari, aussi brutal que dangereux, c'est de tout risquer sur une refondation radicale, en espérant que le scalpel n'échappe pas à sa main. Car à la moindre erreur, à la moindre infiltration qui subsiste, l'ancien système contre-attaque et c'est la survie même de l'État qui bascule. L'enjeu, pour les Burkinabés, dépasse de loin la question du procès. C'est l'existence de la nation tout entière qui est suspendue à ce fil. Argent, sécurité, souveraineté, stabilité, réputation internationale. Si Traoré échoue, c'est la porte grande ouverte à la guerre civile, au chaos et au retour de toutes les interférences qui ont déjà saigné le pays. S'il réussit, il pose la première vraie pierre d'une indépendance durable, et peut-être d'un nouveau modèle pour toute l'Afrique de l'Ouest. Ne vous laissez pas enfermer par la grille de lecture occidentale qui voudrait réduire cette crise à la paranoïa d'un seul homme. Ici, la justice n'est pas que symbolique. Le verdict contre Damiba, c'est une arme redoutable dans une guerre invisible, un filet tendu pour piéger les espions qui siègent encore dans les états-majors. La vraie question est, l'armée du peuple, débarrassée des chaînes de l'ancien ordre, saura-t-elle résister à la contre-offensive des réseaux exilés
et de leurs soutiens étrangers? Ou bien, le rouleau compresseur néocolonial est-il déjà trop enraciné pour être déraciné? Ouvrez l'œil. Surveillez les frontières sud du Burkina. Observez les mouvements entre la Côte d'Ivoire, le Togo et le Burkina Faso ces prochaines semaines. Si vous voyez des concentrations de troupes inhabituelles, des passages frontaliers incontrôlés ou des pics de violence coordonnés, ce sera le signe que l'ancien régime tente sa revanche avec le soutien de l'ombre. La décolonisation réelle ne s'est jamais faite par une signature à Paris ou à Bruxelles. Elle se joue sur le terrain, dans la douleur, la vigilance et la mobilisation. Alors, pensez-vous que le pari de Traoré peut réussir? Ou que le système le broiera comme tant d'autres avant lui? Vos analyses, vos questions, vos avis sont essentiels. Partagez-les en commentaire, car c'est le débat citoyen qui fait avancer la vérité. Merci d'avoir pris le temps de creuser, de douter, de questionner le narratif dominant avec nous. Restez vigilants, restez curieux, et à très bientôt pour une nouvelle analyse.